يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs, fidèles des rendez-vous économiques d'Al24 News, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur les pros de l'écho. Durant près d'une heure, nous allons revenir sur le NAPEC 2023, salon qui ferme ses portes en ce moment, même à Oran en Algérie. Le NAPEC, bien entendu, événement majeur de l'année en ce qui concerne le secteur des hydrocarbures en Afrique du Nord. Hydrocarbures, mais pas que. Cette fois-ci, il est également question d'hydrogène vert. En effet, la fièvre mondiale de l'hydrogène vert s'est emparée du NAPEC. Les experts mondiaux présents à Oran sont unanimes. C'est le moment ou jamais de développer cette énergie propre à base de solaire. Et l'Algérie, en tant que source majeure d'énergie solaire dans le monde, ne pouvait que prêter oreille à l'appel des sirènes des majors internationales afin de leur dire « Venez investir en Algérie, produire de l'hydrogène vert » et l'exporter de l'autre côté de la Méditerranée. L'hydrogène vert intronisé roi des énergies renouvelables au salon NAPEC 2023. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Et bien entendu, pour revenir sur le NAPEC 2023 ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir un expert qui nous revient justement d'Oran, tout juste rentré du NAPEC 2023. Chouaib Boutamine, expert consultant international dans le segment Oil and Gas. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci Khaldé. Et nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Ahmed Mashraoui, qui est expert international en énergie et ancien vice-président de Sonatrach. Il est avec nous justement en direct depuis le NAPEC où il nous a si gentiment attendu. Il va nous rejoindre dans un petit instant. Abdelrahman Hadef, expert international en énergie, est également avec nous en direct par Skype. Bonsoir Monsieur Hadef, merci d'être avec nous également. Bonsoir à Monsieur Chouaib Boutamine et Monsieur Ahmed Mashraoui. Votre invité. Oui, Monsieur Ahmed Mashraoui. Qui, je le rappelle, expert international en énergie, ancien vice-président de Sonatrach. Alors, quelles ont été justement les lignes majeures, les grandes lignes de ce NAPEC 2023 ? Je le disais, les débats ont été dominés par l'hydrogène vert. Retour justement sur cet événement dans ce sujet signé de la rédaction des Pros de l'écho. Dans l'ambitieux processus de transition énergétique vers le propre, l'hydrogène vert occupe une place de choix dans le mix énergétique recherché par plusieurs pays, voire même la solution idoine. Les experts mondiaux réunis en Algérie dans le cadre du salon NAPEC 2023, consacré à l'énergie et l'hydrogène pour les pays d'Afrique du Nord, s'accordent à dire que l'hydrogène constitue la pierre angulaire dans la réussite de la transition énergétique, au même titre que l'énergie solaire. Parce que c'est le plus grand champ solaire du monde. Plusieurs sociétés étrangères se battent pour se positionner sur le marché algérien à travers des projets d'hydrogène vert qui suscitent de plus en plus d'intérêt chez les partenaires de Sonatrach. Une énergie abondante, propre et qui plus est, bon marché. L'hydrogène vert se distingue de par ses caractéristiques et au vu de son potentiel en la matière, l'Algérie se distingue, elle aussi, par son attractivité vis-à-vis des firmes énergétiques internationales. Les opportunités d'investissement que recèle le marché algérien, avec à la clé des incitations fiscales et une législation encourageante, constituent des conditions attractives pour les investisseurs étrangers. L'Algérie, véritable nid d'abeilles pour le futur de l'industrie d'hydrogène vert dans le monde. Les opportunités d'investissement dans ce domaine sont renforcées par le nouveau cadre juridique de la loi 1913, au caractère incitatif évident.
Le fait que l'hydrogène vert devienne le centre de gravité des énergies nouvelles à l'avenir, ceci a accéléré la dynamique des sociétés internationales pour en produire. Une compétition qui place l'Algérie parmi les pays qui postulent pour attirer les plus gros investissements dans les énergies propres. Grâce à son autre potentiel en matière de gaz naturel et d'énergie solaire, deux sources majeures pour la production d'hydrogène vert, l'Algérie se positionne aujourd'hui comme l'une des destinations majeures et parmi les plus rentables pour les investisseurs du monde entier. Et avant de laisser place au débat, un mot également sur l'organisation du NAPEC 2023. C'est Jafar Yassini, organisateur du NAPEC 2023, qui va nous parler justement du déroulement de cette édition. Se termine avec une très très bonne réussite, une grande participation de grandes sociétés énergétiques internationaux. Et il y a un visitorat d'une grande qualité, impressionnant. L'organisation était à la hauteur. Il y a aussi beaucoup de technologies, des conférences qui étaient avec des grands experts dans la transition énergétique progressive, c'est ça le thème de cette année. Allez, place au débat et direction, sans plus tarder, le NAPEC 2023, au rang où Ahmed Meshraoui nous attend gentiment. Ahmed Meshraoui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonsoir Ahmed Meshraoui. Alors l'hydrogène vert semble s'imposer comme la source d'énergie propre que tout le monde recherche. Ça tombe bien, l'Algérie a largement de quoi en produire. Alors quelle peut être selon vous la meilleure stratégie à suivre? Concernant l'hydrogène, tout le monde en parle, c'est l'énergie du futur, c'est une énergie propre. Au cours de toutes les sociétés pétrolières et gazières du monde sont dans cette nouvelle trajectoire pour développer l'hydrogène et notamment l'hydrogène vert. L'Algérie est un pays qui est également très intéressé par cette nouvelle tendance et cette nouvelle énergie. Et actuellement, ce que nous savons déjà, c'est que la stratégie de développement est pratiquement, updatée, elle est connue et il y a un plan pour cela qui va de maintenant jusqu'à 2040 en passant d'abord par les études de faisabilité, par des pilotes et ensuite par une industrialisation de cette nouvelle énergie. Et il est prévu qu'à partir de 2040, que cette industrie soit très développée et produise des quantités importantes d'hydrogène pour le marché national à ce moment-là, que j'espère qui va être développé, et puis également pour le marché international, sachant très bien que l'Europe est demandeur de cette nouvelle énergie. Monsieur Meshraoui, justement une deuxième question rapidement avant de vous laisser quitter le NAPEC 2023. Plusieurs pays justement veulent s'associer à l'Algérie. Vous parlez de l'Europe pour investir. La loi 1913 est là justement pour encadrer tout cela. Et qu'est-ce qui manque pour les convaincre ces investisseurs de manière définitive que l'Algérie est bien le marché sur lequel il faut se trouver sans plus tarder? Oui, en ce qui concerne la loi 1913, elle a été d'abord introduite en 2019, décembre 2019, et elle est maintenant tous les outils qui doivent l'accompagner en termes de décret d'application sont en place. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, ce qui manque, c'est simplement une stratégie d'abord de mise sur le marché de certains blocs, en sachant très bien que Sonatrach, conformément aux articles de la loi, a la possibilité de signer directement des contrats avec plusieurs sociétés. Et Sonatrach actuellement, à ma connaissance... Très bien, merci Ahmed Meshraoui. Vous étiez, je le rappelle, avec nous depuis le NAPEC 2023, retransmission assurée par notre
envoyé spécial à Oran, Soumeya Ghanem, ainsi que toute l'équipe technique que nous remercions. Sans plus tarder, Chouaib Botomine, vous étiez également présent Sonapec 2023. Première question, quelles ont été les nouveautés de l'édition 2023? Très bien. Bonsoir, cher Kherdin, cher Abdelrahman et même monsieur Charaoui. Alors, franchement, c'était un événement exceptionnel. On parlait beaucoup de la transition énergétique cette année. Alors, il y avait vraiment une présence énorme d'experts internationaux. On parlait beaucoup plus d'hydrogène, des découvertes, de tout ce qui est nouveauté technologique. Alors, si on parle d'hydrogène, le problème de l'hydrogène, je dois bien parler, préciser ou expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi l'hydrogène vert. On obtient l'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables. Oui. Si on parle de l'Algérie, c'est directement on parle des énergies solaires. Du solaire. Parce que vraiment, il y a un potentiel énorme et vraiment, même le coût du solaire, il est vraiment très bas sur la scène internationale. Je cite la Chine, il y a vraiment un potentiel énorme pour l'Algérie pour investir dans le solaire. Alors, la technologie maintenant existe. Partie production, elle existe la technologie. On peut produire. Ce n'est pas un problème. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de transport. Comment transporter l'hydrogène de l'Algérie vers l'Europe? Je vous coupe, avant le transport, il n'y a pas un problème de stockage avant de revenir au... Exactement. Ouais. Déjà, dans la production, il y a 2-3 challenges. Premièrement, on doit attirer les investisseurs, investors. On va revenir sur ce sujet. Exactement. Justement, cette loi c'est quoi le 1913? problème qui se passe chez Kherdin maintenant? Le problème, il est mondial. Il y a les taux d'intérêt qui sont très élevés. En Amérique, on a 5,5 ou 5,5%. En Europe, il dépasse 4,5%. Alors, un investisseur maintenant qui s'oriente vers une banque, la banque lui dit, voilà, je vous donne un crédit bancaire, mais les taux d'intérêt vraiment qui sont vraiment très élevés. Alors, ça ne va pas vraiment attirer les investisseurs. Ça, c'est le grand challenge pour l'hydrogène. Et comme vous le savez, l'hydrogène, c'est une nouvelle... Si on parle large scale, c'est un créneau qui demande de l'argent, de l'investissement énorme. Alors maintenant, les banques, les institutions financières, je crois qu'elles ne sont pas prêtes pour financer des projets énormes. Ça, le plus grand, c'est le financement. Le deuxième problème, c'est avec les sociétés pétrolières. Les sociétés pétrolières, elles peuvent investir dans l'hydrogène, mais le souci des sociétés pétrolières, elles sont déjà pétrolières. Elles ont des plans d'investissement de pétrole et du gaz. Oui, mais toutes les majeures, disent justement qu'elles ne veulent pas rater le virage vers le renouvelable. Certaines changent même de nom pour s'adapter à cette nouvelle dynamique du secteur énergétique. Mais la réalité, elle est là. La première turbine à hydrogène a été lancée, déclarée le 16 octobre dernier. Ça fait un mois. Oui. Elle est déclarée, je ne cite pas le nom de la société. Elle fonctionne 100% en hydrogène. Ça fait un mois. Alors, on est où? Alors, le chemin, il est très lent. Ce n'est pas court. Avec la crise financière mondiale qu'on vit maintenant, vraiment, ce n'est pas vraiment facile. Alors, pour l'Algérie, pour la Sonatrach ou pour l'Algérie, c'est vrai, c'est ça le challenge pour nous. On a le potentiel. Le potentiel existe. C'est bon, on ne parle pas de potentiel. L'Algérie a parmi les plus grands potentiels de le monde en matière d'énergie solaire. Si on dit énergie solaire, directement, l'hydrogène vert, l'ammonia et le pas que vert, bleu et même gris. Oui. C'est clair et net. Il y a des gens maintenant qui parlent de modifier. Ce qui se passe maintenant, je veux dire ce qui se passe en matière d'hydrogène. Il y a des essais déjà, il y a même en Europe, ils ont commencé déjà de transporter l'hydrogène, 80% gaz naturel et 20% hydrogène. Ça existe. Mais des petits sites, ce n'est pas des large scale, c'est des petits projets. Oui. D'accord. Maintenant, le challenge, comment transporter 100% d'hydrogène? Il y a des gens qui disent, voilà, on va modifier les pipes, le grand pipe. Ce n'est pas possible. Parce que l'hydrogène, c'est la molécule, l'hydrogène a la plus petite molécule dans la planète. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle est trop petite, cette molécule. Elle va faire ce qu'on fait en anglais, pipe embrittlement. Ça va créer des cracks. Ça va créer cracks, d'accord? Oui. Des fissures. Des fissures, des fissures cracks, oui. qui font craquer, qui vont vraiment abîmer le pipe. Oui. Alors, s'il y a des gens qui disent on va transporter l'hydrogène à 100% avec les pipes existants, c'est faux. D'accord. Alors, c'est ça le challenge maintenant. Est-ce que les pays consommateurs, les Européens pour nous par exemple, c'est le potentiel. L'Europe qui cherche qui cherche à consommer d'ici 2030 20 millions de tonnes.
elle cherche, les estimations disent qu'elle veut produire l'Europe 10 millions de tonnes et elle va importer 10 millions de tonnes. Alors l'Algérie, elle est favorite pour faire ça. Alors, est-ce qu'ils sont, les Européens, c'est ça la question qu'on pose aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts pour venir investir en Algérie dans de nouvelles technologies, sachant qu'il n'y a pas un marché mondial d'hydrogène. Il n'existe pas un marché. Oui, il n'existe pas encore. Il n'y a pas un marché. On appelle à le créer. Il y a des investissements majeurs qui se font. Exactement. Il n'y a pas un prix d'hydrogène vert. Il n'y a pas un prix. Alors, on est dans une phase préliminaire. D'accord? Alors, si on dit, c'est vrai, le potentiel existe, mais comment exploiter ce potentiel-là? Très bien, Chouaib Boutamine. Laissez-moi poser la même question à Abdelrahman Hadef. Vous venez d'écouter justement l'entrée en matière de Chouaib Boutamine qui pose d'emblée le problème du transport de l'hydrogène et auquel j'imagine un sujet qui a dû faire beaucoup jaser au NAPEC 2023. Pourtant, il y a des pays qui font le choix d'investir massivement dans la production de l'hydrogène vert, peut-être pas pour aujourd'hui mais pour demain. Je donne l'exemple de l'Allemagne qui tout récemment investira l'équivalent de 34 milliards de dollars en Mauritanie justement pour la production d'hydrogène vert. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelrahman Hadef? L'hydrogène vert, c'est pour maintenant ou pour demain? Je pense déjà que la réponse, elle est dans votre question, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui se sont lancés déjà dans cette source d'énergie qui est à mon sens, prend le débat aujourd'hui et passionne même le débat parce que, comme a bien expliqué Si Chouaib, il y a toujours certaines problématiques, certaines contraintes qu'il faut lever pour passer à un stade industriel de cette source d'énergie. Lorsqu'on parle d'hydrogène vert, ça a été bien expliqué par Si Chouaib, donc c'est une source renouvelable et il faut trouver maintenant quelles sont les sources qui peuvent drainer cette production d'hydrogène vert. Par la suite, il y a les contraintes aussi financières. Aujourd'hui, les ressources financières sont devenues très rares avec le contexte mondial, avec toutes les mutations que connaît l'économie mondiale. Donc, il y a un grand problème d'allocation de ressources parce que c'est un phénomène mondial. Et aussi, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'hydrogène vert, il ne faut pas oublier qu'il y a une résistance aussi imposée par beaucoup de compagnies pétrolières, malgré qu'elles se sont toutes inscrites dans cette approche de transition énergétique, mais en back-office, dans les discussions, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire profit et c'est de gagner de l'argent. Et ces compagnies-là continuent à aller vers la source la plus rentable, bien évidemment, qui sont les énergies fossiles. Aujourd'hui, je pense que le débat, il est très important, surtout pour un pays comme l'Algérie, qui doit réussir sa transition énergétique. C'est pour cela que j'avais déjà abordé ce sujet-là. Aujourd'hui, on est en train de gérer notre transition énergétique avec un seul pilier, qui est la loi des hydrocarbures, la 1913. À mon sens, il est temps d'avoir une approche plus globale par rapport à toute la transition énergétique, parce que lorsqu'on parle d'investisseurs, lorsqu'on parle de plan de charge de Sonatrach, effectivement, elle commence, même si c'est timidement, à aborder des thématiques comme les thématiques des énergies renouvelables en général et de l'hydrogène vert en particulier, mais Sonatrach, elle est concentrée à développer ces gisements. D'ailleurs, M. Mchraoui l'a bien signalé, lorsqu'on va aussi sur le PMTE, le plan à moyen terme de l'entreprise, aussi, il est
orienté principalement à renforcer et consolider notre production d'énergie d'origine fossile. Donc, je pense qu'il est très important aujourd'hui d'avoir une approche, parce que les initiatives, elles y sont. Aujourd'hui, il y a eu des réformes, on a créé des ministères chargés de l'énergie renouvelable, on a créé un haut commissariat auprès du Premier ministre chargé de la transition énergétique et de l'efficacité énergétique. Il faut maintenant passer à une organisation plus cohérente, plus de cohésion dans l'action, parce qu'effectivement, il est temps maintenant de faire des choix sur ces énergies du futur. Aujourd'hui, on parle des énergies renouvelables, mais aussi des énergies nouvelles. Donc, on est tellement emporté par aussi le vecteur de l'innovation technologique. D'ailleurs, lors de cet événement du NAPEC 2023, ça a été la thématique la plus importante. Largement débattue. C'est l'innovation technologique dans la transition énergétique. Et là, il faut aussi mettre le paquet dans l'innovation, parce que lorsqu'on parle d'énergie verte et aussi d'hydrogène vert, on est dans un stade de définition littérature, mais lorsqu'on va rentrer un peu dans le détail, lorsqu'on parle de comment produire cet hydrogène vert à travers l'électrolyse, et là, il faut trouver les sources de l'électricité, il faut trouver aussi les sources d'eau, parce que lorsqu'on parle d'hydrogène, c'est de l'eau, il faut aussi avoir de l'eau en abondance. Donc tout cela doit être aussi mis sur la table et surtout accompagné par le levier de l'innovation. Parce que sans l'innovation aujourd'hui, on ne peut réussir cette transition énergétique. Et laissez-moi terminer par une seule chose pour faire le parallèle. Aujourd'hui, l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables, c'est un peu ce que est en train de faire la FinTech dans le domaine bancaire. Elle est en train de bousculer l'écosystème bancaire, et là, même les grandes banques sont en train d'être bousculées. C'est la même chose qui se passe avec les majors dans le domaine pétrolier. L'innovation dans l'hydrogène vert, elle est en train de bousculer la chose. On a vu que certaines startups de petites entreprises ont pu mettre en place des procédés de production d'hydrogène vert qui a pu alimenter toutes des villes dans des pays européens. Donc ça, c'est très important et il faut prendre en considération tous ces aspects-là. Très bien, merci. Abdrahman Hadef, avant de justement de reparler de cette question des investissements et de cette bataille qui s'annonce rude autour de l'hydrogène vert, Sonatrach, M. Hadef vient de l'expliquer, tente tant bien que mal de se placer et de bien placer ses pions sur l'échiquier de l'hydrogène vert. Mais j'aimerais revenir sur cette question de financement, Chouaib Boutamine, avec un chiffre que j'aimerais que vous commentiez. Alors, selon Rystad Energy, les investissements prévus, je dis bien prévus, 2022-2023, dans le segment hydrocarbures ont augmenté d'au moins 140 milliards. Comment ça se fait que les majors trouvent de l'argent à investir dans les hydrocarbures, dans les énergies fossiles, sans oublier le non conventionnel, donc qui en fait partie, et elles n'arrivent pas à trouver les financements nécessaires pour investir dans la transition énergétique? C'est une excellente question. Je vous donne deux exemples ici. ExxonMobil, au début du mois d'octobre, ExxonMobil a acheté une société qui s'appelle Pioneer, avec 64 milliards de dollars. Ça fait un mois. Il y a la société Chevron qui a acheté Hess. Un Américain, oui. Oui, Chevron qui a acheté Hess. Une autre société américaine qui est active dans le gaz de schiste, avec un contrat de 54 milliards de dollars. Alors déjà, on a 114 milliards de dollars en un mois. Alors, j'avais déjà cette question auparavant. Alors, j'ai dit que ces gens-là comprennent très bien l'avenir de l'énergie. Pourquoi? Je vous explique maintenant. Pourquoi on parle d'hydrogène? On parle d'hydrogène vert pour réduire les émissions CO2. C'est bien clair. C'est ça notre objectif. C'est pour protéger la couche ozone. C'est ça l'objectif. D'accord? Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que ces majors, d'accord, ExxonMobil ou Total ou Chevron,
elles achètent les sociétés, mais ce qu'elles font, elles réduisent ce qu'on appelle les émissions CO2. Ils appliquent CCS, Carbon Capture and Storage, CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage, et ils appliquent aussi ce qu'on appelle EOR, Enhanced Oil Recovery. Ça veut dire, on capture le carbone, on l'injecte dans les puits producteurs, dans les puits injecteurs, on injecte le pétrole, on va le gagner en surface. Alors, cette stratégie-là, ça veut dire qu'on doit maintenir les investissements dans le pétrole et le gaz. Il faut le maintenir. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a deux volets dans le pétrole et le gaz. Je vous interromps avant de reprendre le débat. Chouaib Botammin, vous parlez de décarbonation, justement, et ce sera le thème de la deuxième partie des pros de l'écho. Petite pause et on revient au débat dans les pros de l'écho. De retour sur le plateau des pros de l'écho. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons ce soir de l'édition 2023 du salon NAPEC qui ferme ses portes en ce moment même à Oran, en compagnie de nos experts. Je le rappelle, Chouaib Botammin, Abdelrahman Hadaf, Ahmed Meshraoui. Chouaib Botammin, nous parlions juste avant la pause de ce problème, ce dilemme, cette contradiction même en ce qui concerne les investissements d'une part dans le segment hydrocarbures, des investissements qui sont disponibles pour les majors. Je donnais un chiffre, celui de 140 milliards d'augmentation sur les investissements prévus pour 2022-2023 et à contrario, ces investissements viennent à manquer lorsqu'il s'agit de mettre le paquet sur la transition énergétique. Exactement. Alors, j'aimerais bien expliquer ce point-là. Alors, dans le pétrole et gaz, il y en a deux volets. Il y a le volet pétrochimie et il y a le volet combustion. La pétrochimie, ça va rester des décennies. On n'a pas question à ça. Ça veut dire qu'on doit maintenir les investissements dans oil and gas. Ça, c'est une réalité. Parce que tout ce qu'on a, les téléphones, les voitures, les pneus, tout ce qu'on a, c'est dérivé pétrole et gaz. Ce volet-là, c'est pour ça, ExxonMobil et Chevron, même Sonatrach, même les grandes big majors, ils connaissent bien ce truc-là, et c'est pour ça... Les Américains n'ont jamais produit, exporté de gaz, de schiste, de pétrole de schiste que depuis 2022. Exactement. Alors, notamment vis-à-vis de l'Europe. Ils comprennent bien le business, d'accord. Alors, ils savent ce qu'ils font. Ils savent bien ce qu'elles font, ces sociétés-là, d'accord. Oui. Alors, le volet qu'on travaille au-dessus, c'est le volet combustion. Oui. La combustion, c'est vrai. Alors, le pétrole, on a 60% qui va dans le transport. Alors, c'est pour ça qu'ils investissent sur ce qu'on appelle les batteries, les EV, les véhicules électriques. Oui. Les véhicules électriques. Et dans les véhicules électriques, là, il y a des contradictions. Croyez-moi, il y a des contradictions énormes. Alors, ils fabriquent des voitures électriques, les pneus qui sont dérivés pétrole et gaz, le tableau de bord, les pièces mécaniques, une pièce métal et l'autre le plastique. Plastique, c'est dérivé pétrole et gaz, mais pas que ça. Il y a l'énergie produite. Exactement. Alors, ces voitures-là, ils font une station, ils plug-in en Inde, en Chine, aux États-Unis. Ils font plug-in de la voiture pour charger l'électricité. Alors, la source d'électricité, elle est du charbon. Oui. Elle n'est pas verte. Je vous donne quelques chiffres. L'Inde, la priorité maintenant, ce n'est pas d'éliminer le pétrole et le gaz. C'est de réduire les émissions du charbon. Décarboner à tout prix. C'est le charbon, c'est pas... Charbon, c'est même pas le... Très bien. Le charbon qui émet plus de 60% d'émissions CO2 par rapport au gaz. Oui, mais le problème, c'est que certains pays en Europe renouent avec le charbon, notamment l'Allemagne. L'Allemagne a augmenté sa production, consommation de charbon en 2022 avec 10%. Après avoir arrêté le nucléaire. L'Inde, elle consomme ça pour générer son électricité 75%. Oui. La Chine, 56%. Les États-Unis d'Amérique, 19,6%. L'Europe, 15,7%. Je vous donne des chiffres. C'est la part, c'est le mix énergétique du carbone. Alors, le big challenge, le problème de la pollution. Pourquoi tout le monde parle de pétrole et gaz et on oublie le charbon? Pourquoi ils ne parlent pas de charbon? Parce que là, c'est stratégique. Je vous dis ça. Ça, c'est stratégique. Ils attaquent le pétrole et le gaz. C'est ça l'objectif. Qui attaque le pétrole et le gaz? Le consommateur. Et je ne cite pas les noms. Ouais. Ceux qui consomment.
ils ferment les yeux sur le charbon parce qu'ils produisent le charbon, ils ont le charbon, d'accord? Ils ont le charbon, ils émettent énormément de charbon, mais on fait le blabla pour le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz, il doit rester avec nous. Seulement, ce qu'on fait, c'est vrai, on est green, on défend les intérêts de la nature, parce qu'on voit déjà les changements climatiques et tout. On travaille sur la combustion, mais on travaille sur la combustion, réduire tout ce qui est combustion, les émissions, c'est vrai, mais avec des choses logiques. On ne fait pas une voiture électrique, mais on fait plug-in avec une source d'énergie qui est charbon. Laissez-moi voir l'avis de Abdelrahman Hadef sur la question des investissements. Abdelrahman Hadef, en ce qui concerne, même s'ils étaient en baisse avant 2022, la crise Covid étant passée par là, les financements pour le segment hydrocarbures fait que les majors investissent massivement. Et lorsqu'il s'agit d'aller vers la transition énergétique, on nous dit qu'il n'y a pas assez de financement et que la crise financière est également passée par là. Écoutez, là c'est le jeu du business, c'est les intérêts, c'est ça où j'ai parlé tout à l'heure du back-office, là où ça se décide généralement, ils font les calculs, la comptabilité à la fin de l'année, ils ne voient pas 2040. Donc c'est tout à fait normal qu'ils mobilisent les investissements pour continuer à produire du pétrole et gaz parce qu'il est aujourd'hui plus rentable qu'il y a 5 ans ou 6 ans, et aussi parce que aujourd'hui ça devient un enjeu stratégique, géopolitique même. Ceux qui disposent aujourd'hui des ressources fossiles sont en train de faire la loi, et il faut reconnaître. Donc, et là, les Américains, ils sont en train d'en profiter au maximum pour mobiliser les ressources afin d'aller vers plus de production dans le oil and gas, et aussi faire semblant quelque part d'aller vers l'économie verte à travers le Green Deal avec la nouvelle loi IRA aux États-Unis, le Green Inflation Act, Reduction Act, qui voulait un peu verdir l'économie américaine en encourageant la production de l'énergie verte, mais dans la réalité, il faut reconnaître que c'est des jeux de calcul aujourd'hui. Les investisseurs, c'est des gens qui sont pragmatiques, qui font leurs calculs à la fin de la journée, et ils ne sont pas aussi pressés pour mettre la main dans la poche pour se lancer dans des projets qui vont devenir rentables à l'horizon 2030-2040. Très bien. Mais maintenant aussi, il faut reconnaître que ça a été un peu expliqué tout à l'heure par Chouaib, c'est que les places financières aujourd'hui ne sont pas aussi capables de financer des projets à risque. Donc, lorsqu'on parle des énergies renouvelables, c'est des nouveaux investissements, c'est des investissements très lourds. D'ailleurs, en parlant de l'Europe aujourd'hui, qui est vraiment dans un projet de Repower EU, donc dans un projet de transition énergétique, qui a mobilisé plus de 300 milliards d'euros plutôt pour ce plan 2022-2027, l'Europe, elle est en train de mobiliser difficilement les ressources pour les énergies renouvelables. D'ailleurs, c'est des pays qui se mettent ensemble, à l'exemple du H2 South Corridor qui a été mis en place entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, pour essayer de lancer de grandes infrastructures pour le transport, parce que c'est un des défis aujourd'hui de la technologie de l'hydrogène vert, c'est comment transporter cette source d'énergie, mais aussi bien évidemment il y a la problématique du stockage, d'emmagasinage. Aujourd'hui, les places financières aussi sont très réticentes pour accompagner ce genre de projets qui sont demandeurs de grands capitaux, et lorsqu'on voit aussi
il y a un autre débat qui est aussi sur la scène aujourd'hui. Ceux qui se sont lancés, qui maîtrisent, c'est des pays qui ne sont pas vraiment les Occidentaux. Aujourd'hui, la Chine a une grande longueur d'avance dans ce domaine-là. Et on ne veut pas aussi polariser tous ces capitaux-là dans une région qui risque de devenir hégémonique en termes énergétiques. Donc là, les pays européens, à travers leur influence sur les marchés financiers, sur les institutions financières internationales, sont en train de ralentir les choses pour essayer d'avoir une approche qui va dans leurs intérêts. Très bien, Abdelrahman Hadef, c'est un peu plus clair. Chouaib Botommi, néanmoins, parlons un peu de Sonatrach. Sonatrach a fait le choix justement d'aller beaucoup plus vers un mix énergétique qui fait la part belle à toutes les sources d'énergie fossiles, mais également renouvelables, parce que tout simplement, il y a le souci de la décarbonation auquel réfléchit beaucoup en ce moment Sonatrach. Vous étiez justement au NAPEC 2023. Quels sont, selon vous, les partenaires avec qui Sonatrach pourrait justement travailler à court, voire moyen terme, en sachant que l'Algérie, quoi qu'il arrive, a son plan justement pour l'énergie solaire à l'horizon 2030, les 15 000 mégawatts à produire coûte que coûte à l'horizon 2030 à partir de solaire. 35 à partir de solaire. Très bien. Je vais dire une chose. Dans le domaine énergétique, l'avenir est réservé à deux sièges. Il y aura deux sièges de l'avenir. Ceux qui investissent dans les énergies renouvelables et ceux qui investissent aussi dans le domaine des énergies fossiles. Oui. Mais avec moins d'émissions CO2. Sonatrach, elle est dans cette voie. D'ici 2030, moi, je ne fais pas Sonatrach, mais Sonatrach développe des projets pilotes de décarbonation depuis 2007. Elle fait des choses énormes, Sonatrach. Elle a bien réduit ce qu'on appelle les gaz torchés. Torchés de gaz. Voilà. D'ici 2030, Sonatrach, dans une conférence au Biarran, la région de Biarran, ils ont déclaré maintenant, Sonatrach, qu'ils réduisent les gaz torchés d'ici 2030 à moins de 1%. Alors, c'est des efforts énormes. Maintenant, il y a des travaux dans les raffineries, parce qu'une fois les raffineries se vieillissent, ce qui se passe, il y aura plus d'émissions de carbone. Alors, il y a des travaux de rénovation qui se font d'une manière périodique. Ce qu'on pourra faire aussi sur les chantiers, par exemple, moi, je suis ingénieur de formation. Ça fait 20 ans que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Au début de ma carrière, j'ai utilisé des méthodes un peu classiques. D'accord ? Je perds traditionnelles, des méthodes dans le forage horizontal par exemple, des méthodes très traditionnelles, et je perdais beaucoup de temps pour arriver à mon target. Les dernières années, en 2012-2013, on avait des technologies qui existent maintenant. Dans certains petits temps, dans un laps de temps très court, je faisais pas mal d'opérations. Alors, c'est grâce à quoi ? Grâce à la digitalisation, grâce à la nouvelle technologie, parce que si je garde « if I save time », ça veut dire « I save energy ». Et Sonatrach a déjà opté à pas mal de technologies. Il y aura, je crois, un projet de carbon capture au niveau de Barking, CCS. Exactement. Il y a des projets, il y a le EOR, il y a des discussions, je crois, dans ce sens-là, Enhanced Oil Recovery, je crois qu'il y a des discussions de ce sens-là. Il y a même des discussions avec des partenaires étrangers. Je cite à titre d'exemple les partenaires norvégiens, sans citer le nom de la compagnie. Oui, bien sûr. Equinor, disons-le, voilà, partenaire de Sonatrach, en ce qui concerne des projets de décarbonation et de lutte contre le torchage de gaz. Exactement. Et je veux dire une chose. Le dernier 1er octobre, le dernier octobre, 1er octobre, le dernier, l'Europe a fait ce qu'on appelle CBAM. Les CBAM, c'est quoi CBAM? Carbon Border Adjustment Mechanism. C'est une régulation, c'est une loi. Qu'est-ce qu'ils disent? On va interdire. Alors, si vous vendez un produit à l'Europe, ils vous disent donnez-moi votre produit, mais combien des émissions CO2? D'accord? Alors, donc, c'est des barrières à l'entrée au marché européen. C'est des barrières, mais ils utilisent ces barrières une fois ils veulent. D'accord.
Il y a le charbon sur l'Europe, mais en même temps, une fois qu'ils cherchent les produits sur l'Afrique ou d'autres pays, ils demandent CBAM. Oui. Mais je vous dis la réalité maintenant. L'Europe, les émissions CO2 carbone en Europe, c'est à peu près 15%. Oui. En Chine, c'est 26%, les émissions globales CO2. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est circonstanciel. Exactement. En ce qui concerne l'Europe. C'est une phase difficile que l'Europe paye à cause de sa dépendance au gaz russe et que l'on va forcément passer à autre chose. C'est ce qu'on nous dit. Et les émissions exactement CO2 en Afrique, oui. toute l'Afrique, 3,5, 3,8%. Alors ça veut dire qu'on est négligeable. Les émissions d'Afrique, elle est minimum d'émissions carbone par rapport à l'Occident, par rapport à d'autres pays. Je veux dire une chose. En 2022, les États-Unis sont devenus le plus grand provider de GNL en Europe. Oui. 70 milliards de dollars. Si je veux gaz dire, naturel liquéfié, transporté par bateau. Si je veux dire LNG d'Amérique vers l'Europe, si on dit LNG, on dit beaucoup plus de pertes d'énergie, déjà pour le transfert, pour réduire la température à moins de 160 degrés, transporter avec des bateaux, des ships, quelle distance, alors des émissions énormes. L'Algérie, Sonatrach, ce qu'elle fait, avec les axes qu'elle fait Sonatrach, on exporte le gaz naturel, la majorité, à travers les pipes. On protège l'environnement grâce à les actions que Sonatrach, que l'Algérie fait maintenant. Parce qu'une fois on exporte le pétrole, le gaz à travers les pipes, on le transporte à l'état initial, gazeux. Exactement. À travers des pipes. Il n'y a pas de chips, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'émissions CO2. Alors, si on voit l'Algérie qui fait partie de cette Afrique-là, il y a des efforts énormes qui se font par Sonatrach, par les partenaires algériens qui sont présents en Algérie, et on participe à réduire ce qu'on appelle l'empreinte carbone sur l'environnement. Alors, je crois que l'Afrique, elle doit être à l'abri de ces discussions énormes pour réduire ces émissions, parce que nos émissions sur la planète sont négligeables par rapport à ce que produit l'Europe en matière de carbone. Et les Africains payent ce qu'on appelle payent la facture très chère. Avec ce qu'on appelle les changements climatiques, il y a des inondations, il y a la sécheresse en Algérie, en Afrique du Nord, partout dans l'Afrique. Alors nous, on n'émet pas de CO2 par rapport aux autres, mais c'est nous qu'on appelle qui payent la facture de la pauvreté, de la sécheresse, de toutes les crises qu'on connaît aujourd'hui. Très bien, Chouaib Botomine. Le temps nous rattrape malheureusement. Juste de quoi poser une dernière question à Abderrahmane Hadef. Moins 30 secondes. Abderrahmane Hadef, le contexte géopolitique de l'Afrique du Nord en matière d'hydrocarbures et d'énergie est quand même assez compliqué pour les années à venir, notamment à cause de ce qui se passe en Palestine. Ce genre de conflits géopolitiques peuvent rendre la donne très difficile. En 30 secondes, si vous le voulez bien, Abderrahmane Hadef. Bien évidemment que cette nouvelle réalité géopolitique sera en train d'imposer un nouveau contexte. Et c'est pour cela que l'Algérie, elle est en train d'imposer sa vision, surtout dans le cadre du dialogue énergétique avec l'Union européenne, où il faut maintenant se féliciter que l'Algérie a pu inscrire des projets de décarbonation, des projets de réinjection des gaz torchés dans le cadre du partenariat avec l'Union européenne. C'était une avancée très, très remarquable. Merci Abderrahmane Hadef d'avoir été... Bref, merci Chouaib Botomine. Alors je rappelle, vous êtes expert consultant international dans le segment Oil and Gas. Abderrahmane Hadef, expert international en énergie. Ahmed Meshraoui était également avec nous depuis Oran, où il participait, prenait part au APEC 2023. Expert international en énergie, ancien vice-président de Sonatrach. Mesdames et messieurs, c'est la fin des Pros de l'Écho. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée sur L24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.